Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'habitude de recevoir des amateurs, des amoureux de la lecture. Et cet après-midi, nous recevrons une amoureuse de la lecture. Nous disons bonsoir à Cassandre Cléon, auteure et blogueuse. Cassandre sera à nouveau la bienvenue sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, comme d'habitude, nous aurons l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de réfléchir, de voyager et puis apprendre aussi à mieux se connaître parce que au fil du temps, nous nous rendons compte que on ne se connaît peut-être pas aussi bien ou en tout cas notre personnalité aussi évolue. Nous ne sommes pas la même il y a peut-être 10 ans, 20 ans ou peut-être même hier et aujourd'hui. Donc, Cassandre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler d'un livre qui permet de retisser les fils là où la maladie a déchiré les mailles. C'est une très belle citation du livre d'Hélène Viennet qui a écrit le livre « À l'écoute des proches aidants ». Et donc cette citation, je la trouve vraiment très poétique et l'ouvrage en lui-même est très poétique. Il y a beaucoup de métaphores et qui permettent justement d'aller vers la rêverie. Osons aller vers la rêverie justement. Est-ce que tu peux nous redonner la citation, s'il te plaît? Tout à fait. Donc le livre permet de retisser les fils là où la maladie a déchiré les mailles. Oh, ah oui. Oui, la deuxième fois, je trouve ça encore plus beau. D'accord. Oui, et l'idée, en fait, c'est que la maladie, effectivement, est un peu comme un intrus et il vient détricoter les liens, le relationnel entre les dents, les dés, au sein de la famille. Et l'autrice, son métier, c'est d'écouter. Elle est psychologue et psychanalyste. Donc, elle est vraiment une experte de l'écoute. Et elle écoute aussi bien les proches aidants que les patients, les personnes qui sont aidées, que les soignants. Donc, elle a vraiment cette ouverture et elle voit les difficultés, les doutes des uns et des autres. Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'elle apporte un nouveau regard par rapport au répit. Parce qu'effectivement, les proches aidants, on sait effectivement qu'ils s'occupent d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou tout simplement le grand âge. Et ils sont au quotidien auprès de leurs proches et ça provoque certaines souffrances. À un moment, ils n'en peuvent plus. Et donc, l'idée du répit, comme elle l'indique, ce n'est pas en fait d'imposer aux proches aidants du répit en lui disant « oui, c'est une injonction, il faut prendre du répit ». Donc, il y a un très beau passage que j'aimerais lire qui va mieux illustrer le propos, parce qu'elle en parle vraiment très bien de cette injonction que l'on peut faire près de l'aidant pour qu'il prenne du répit. Alors, il importe, par ailleurs, que le répit ne devienne pas l'objet d'une injonction. Face à des paroles comme « il faut que vous vous reposiez », vous serez davantage en mesure de supporter les épreuves. L'aidant peut demeurer interdit et parfois même se sentir assez coupable. Comment s'éloigner, s'aérer, prendre du temps pour soi lorsque son proche est malade, dépendant? La locution « il faut » peut ainsi être entendue comme une injonction, un devoir et renforcer le sentiment d'impossible. Il convient ainsi de faire attention aux mots qui peuvent être culpabilisants, car bien des entraves familiales et psychiques sont présentes. Pour tenter de les déjouer, il paraît essentiel de ne pas laisser seul celui
ou celle à qui l'on vient de dire « il faut vous reposer ». Une réflexion ensemble sur la nécessité d'un repos peut en elle-même apaiser le terrible sentiment de solitude et d'impuissance. Donc l'idée, c'est plutôt d'échanger, de parler avec l'aidant, plutôt que de lui imposer cette nécessité de répit. Voilà. D'accord. Donc, il y a une approche qui est très, j'aurais dit, basée sur le relationnel. Le relationnel, effectivement, tu as parlé d'injonction, le il faut. Et bon, c'est vrai que parfois, on veut bien faire, mais peut-être les mots utilisés, peut-être soit aussi au moment T. Au moment T, les mots utilisés, les expressions ne transmettent pas le message qu'on aurait voulu donner à la personne. Puisque, bon, effectivement, dans la phrase « il faut te reposer », ça part de mon sentiment, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, la personne travaille parfois jour et nuit, régulièrement, elle est très sollicitée, et pour son bien, elle a besoin de ce repos. On sait aussi qu'on en a parlé précédemment, que ce repos est important pour la personne qu'on suit, donc dans l'intérêt de tous. Mais les mots prononcés, peut-être, n'ont pas l'objectif souhaité. Tout à fait. Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir échanger pour ne pas que ce soit imposé. Et elle va même encore plus loin par rapport à la vision que l'on a du répit, puisqu'en fait, pour elle, c'est plutôt le répit psychique. C'est ce dont l'aidant a besoin, donc plutôt de l'écoute, pouvoir extérioriser, pouvoir exprimer toutes ces pensées sombres, toutes ces pensées, ces idées un peu noires qui le traversent, qui sont en lui. Donc, elle ne remet pas en cause le fait de faire appel à une auxiliaire de vie, justement, qui va pouvoir de déléguer. Donc, tout ça, c'est des logistiques qui sont utiles, qui sont nécessaires. Mais au-delà de ça, elle parle justement de pouvoir, dans sa tête, pouvoir s'évader, pouvoir exprimer donc, ce qui est difficile, parce que si on entend le répit comme juste un séjour de vacances, par exemple partir, on sera au bord de la mer, dans une maison, mais si l'aidant reste avec ses ruminations dans sa tête, s'il se sent coupable, s'il se sent, il se sent mal, il continue à broyer du noir d'une certaine façon, eh bien, ce ne sera pas un répit qui lui sera profitable. Donc, pour elle, c'est vraiment aller au-delà de juste un lieu pour décompresser, mais c'est vraiment pouvoir échanger, dialoguer et faire sortir toutes ces pensées, tout ce qui est enfoui et qui en fait fait peur à l'aidant, parce que il y a des termes qui sont un petit peu on va dire des termes qui peuvent être difficiles à entendre, et donc pouvoir sortir tout ça. Il y a un témoignage intéressant d'une aidante qui parle du café des aidants. Et au café des aidants, ça lui permet justement d'échanger, de pouvoir d'avoir des astuces auprès des autres aidants. Et je rappelle que les cafés des aidants qui sont animés qui sont supervisés par l'Association française des aidants. Donc, dans ces cafés, il y a un psychologue. Il y a un travailleur social. Donc, les aidants peuvent parler, échanger, et c'est quand même bien encadré. Donc, ce répit psychique, ce serait d'aller au café des aidants, de pouvoir se libérer, s'évader un moment, entre autres. Donc, cette approche de dialoguer, c'est pas une obligation, peut-être une recommandation d'avoir un professionnel pour accompagner. Ce n'est pas seulement juste parler pour parler entre peut-être personnes qui ne s'y connaissent pas. Prenons un aidant va pas. Le but n'est pas qu'un aidant
aille parler à la première personne venue, mais quelqu'un qui pourrait comprendre sa situation, soit parce qu'elle l'a vécu directement, soit qu'elle le vit par son travail ou autre, ou parce qu'elle accompagne d'autres aidants. Ce serait plutôt dans ce cadre-là. Oui, c'est ça. Donc, elle invite effectivement les aidants à avoir un professionnel de santé, mais les pairs, comme tu dis, donc les autres aidants, ils peuvent aussi avoir cette écoute bienveillante, et surtout parce qu'en fait, quand on écoute, l'intérêt aussi, c'est que la personne se sente en confiance, qu'elle puisse parler, qu'elle ne se sente pas jugée, qu'elle ne se sente pas culpabilisée, parce que des fois c'est vrai qu'on se confie et les personnes veulent donner des conseils. Moi à ta place j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et ce n'est pas forcément ce dont l'aidant a besoin, justement. Donc avoir une écoute d'un professionnel qui saura écouter attentivement, c'est une des pistes effectivement qu'elle évoque, oui, pour bien écouter les proches aidants. D'accord. Et donc, dans cet ouvrage, elle parle de situations françaises, mondiales. Il y a, où se situent Oui. les personnes? A priori, ça se situe en France, hein. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu. Les lieux, justement, je dis que c'est en France, mais c'est-à-dire que par rapport à la confidentialité, puisque elle ne peut pas donner de détails sur des lieux, donner des détails sur des choses qui vont permettre d'identifier les proches aidants qui témoignent. Donc, on ne sait pas exactement où ça se situe. Voilà. Donc, l'idée première, par rapport au témoignage, c'est le ressenti, c'est le vécu des personnes, et puis de montrer l'importance de pouvoir vider son sac. C'est ça, vider son sac, pouvoir exprimer des choses qui sont parfois très difficiles à vivre, puisqu'on parle du thème de la mort. Des fois, l'aidant doit entendre, des fois, il entend, il a des demandes auprès de son aidé, et donc c'est difficile pour lui de pouvoir gérer tout ça émotionnellement. Donc pouvoir être accompagné par un professionnel, dire toutes des difficultés, donc c'est important. Donc c'est ce répit psychique. Et elle ose aussi parler de rêverie, parce que le sous-titre du livre, du répit à la rêverie, c'est montrer que malgré la vie qui peut être, la réalité qui peut être un peu un cauchemar, hein, d'une certaine façon, montrer que il peut y avoir des espaces pour de la lumière, des espaces pour essayer de s'évader. Donc elle parle de ça également. Mais bien sûr, c'est pas évident, ça ne se fait pas comme ça, ça ne s'impose pas, hein. Mais elle ouvre cette fenêtre vers la rêverie, et ce qui peut permettre, comme elle l'indique, hein, donc aux proches aidants d'avoir ce moment de pause, ne plus broyer du noir d'une certaine façon. Est-ce qu'on a des exemples justement de rêverie? Qu'est-ce que ça pourrait être, cette rêverie, du répit à la rêverie? Donc, tu as expliqué que le répit, c'est pas seulement le repos physique, mais psychique, et tout ce qui s'accompagne, qui s'ensuit. Mais que pourrait être justement cette rêverie pour des personnes dans une telle situation? Oui, et effectivement, et comme chaque situation est différente, chaque cas est particulier, on ne pourra pas donner quelque chose de standard, mais dans les témoignages, effectivement, il y a un paragraphe, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas relevé, mais en fait, l'idée, c'est que le proche aidant, il se rappelait des bons moments, il se rappelle des odeurs, des parfums, il se rappelle de ce qui lui faisait du bien finalement, et tout ça c'est de cette façon apaisant. Voilà. D'accord.
Effectivement, ça a un petit côté plus poétique, déjà par la citation que tu as prise et par rapport à, par rapport à ces pistes évoquées. Oui. Et est-ce qu'on ne suggère pas la lecture? Non, non, après, on peut pas tout donner, mais ouais. Peut-être, enfin, j'ai pas vu de passage où effectivement la lecture était un moyen de rêverie, mais c'est vrai que les aidants sont dans une réalité qui peut être difficile. Il y a aussi des joies, hein. Il y a des fois le tableau n'est pas totalement sombre. Il y a un pendant positif, mais c'est vrai qu'il y a aussi des difficultés. Et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée dans l'ouvrage, c'est par rapport à cette terminologie, le terme aidant. Elle revient dessus et elle explique que ce terme est tellement, d'une certaine façon, impersonnel. C'est pour ça que les aidants ne se reconnaissent pas dans cette terminologie. Parce qu'un aidant lui-même ne va pas se dire « oui, je suis un aidant ». Il va se qualifier, il va dire « je suis la fille de, je suis l'époux, je suis l'épouse ». Et il y a un très beau passage que j'aimerais bien partager. Il n'y a pas de souci. Concernant cette terminologie de l'aidant. De plus, ce terme d'aidant oriente l'aide, physique ou psychique, vers un versant impersonnel. Son usage permettrait d'aider le proche à prendre de la distance. Rendu ainsi un peu étranger, il pourrait plus facilement tenir cette juste place, tellement prônée dans l'univers des soignants. Peut-être que ce sont surtout les soignants qui ont besoin de nommer ainsi les proches. En effet, les soignants qui soulignent régulièrement le manque de temps et de personnel ont absolument besoin des aidants, proches d'un indispensable renfort. Il est alors souvent conseillé aux proches de développer la juste distance nécessaire pour être de véritables alliés. S'agirait-il que les aidants deviennent de bons soignants de substitution? Le risque serait alors de leur faire perdre le lien affectif les unissant à leurs proches. Donc j'ai beaucoup apprécié ce passage-là parce qu'en fait, dans ce terme aidant, finalement, c'est un peu ce rôle de soignant, enfin de prendre de la distance par rapport aux liens affectifs que l'on peut avoir. On n'est plus la fille qui est de la mère, on n'est pas que ça, on est l'aidant et pour pouvoir être, comme elle l'indique, l'allié, le bon soignant d'une certaine façon, on a besoin de mettre de la distance. Et c'est pas... Parce que quand on est dans les soins, eh bien, c'est pas évident quand on reste dans l'affect. C'est des choses qui font que c'est plus difficile de s'occuper du parent ou de la personne qui est en situation de dépendance. Donc, mettre cette distance avec ce mot-là peut permettre d'être un bon partenaire finalement dans ce processus de soins. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Non, j'étais en train de... Non, pour moi, c'est clair. Non, j'étais en train de... J'essaie toujours de voir le côté pratique, le côté... la réalité du terrain. C'est pas évident de faire justement cette distanciation entre ce qui est normal, l'affectif, les relations qu'on a eues avec une personne depuis des années, peut-être, je pourrais même dire depuis toujours, si on prend l'exemple de parents, et puis réussir à prendre un petit peu à la manière d'un professionnel, sans l'être vraiment, même si... Non, c'est-à-dire que, quand je dis, je m'explique. Par exemple, un soignant, ce qu'on appelle familièrement un soignant, on est reconnu comme un professionnel de santé qui, généralement, n'a pas de lien, en tout cas de parenté, avec la personne malade. Donc, ce serait, tout en étant ce proche,
mais essayer d'avoir quand même des attitudes de professionnels qui réussissent à ne pas toujours mettre l'affectif, pour essayer de faire un peu plus fonctionner la tête que le cœur à certains moments. Oui, c'est ça, et d'une certaine façon, et l'autrice, Hélène Viennet, elle n'aime pas particulièrement ce mot aidant. Et pour elle, parce qu'avant d'être un aidant, il y a cette dimension affective, cette place que l'on a vis-à-vis de la personne que l'on aide, mais c'est une relation affective. Donc pour elle, on n'est pas juste des aidants. La place affective est assez importante pour elle. Donc ce n'est pas un terme finalement qu'elle apprécie particulièrement. Mais dans la mesure où il y a... les aidants, il faut les soutenir. Donc il y a une terminologie qui a été édictée. Donc on l'utilise. Et c'est pour ça que... Parce qu'il y a une charte de l'aidant au niveau européen. Et c'est de là que le terme aidant est né. Et donc maintenant, vu qu'il y a de plus en plus d'aidants, il y a cette sensibilisation à faire pour que les personnes puissent se reconnaître dans ce terme. Mais les aidants ont toujours existé. Après, est-ce que pour elle, pour l'autrice, il y a une distinction entre aidant et proche aidant? Est-ce que, parce qu'on a les deux expressions maintenant, je constate, il y a aidant. Moi, je connaissais au début que aidant, et puis je vois que maintenant il y a proche aidant, peut-être pour souligner peut-être plus la proximité de sang avec le malade, peut-être distingué de peut-être, je sais pas moi, d'une voisine ou d'un voisin qui s'occuperait, je sais pas. C'est très pertinent ce que tu dis, parce qu'il y a tellement de termes, et dans un des paragraphes, elle liste tous les termes qui sont utilisés: aidant naturel, aidant familial, et proche aidant. Vraiment, il y a toute une liste. Excuse-moi, je n'avais pas forcément distingué, fait la distinction entre aidant familial et proche aidant. Donc c'est que ça peut être aussi pas forcément la même réalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions. Après, l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans les définitions, puisque quelle que soit la terminologie, le rôle est quand même, la réalité est la même. On s'occupe souvent par amour, par devoir d'un proche qui est fragilisé, que ce soit en raison d'une situation de handicap ou la maladie ou le grand âge. Donc je pense que c'est pas forcément au niveau des définitions des termes, mais de pouvoir plutôt aider et les soutenir. Parce qu'il y a beaucoup d'appellations, et les aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans le terme aidant, et des fois ils n'aiment pas du tout le terme parce que ça leur envoie l'idée que l'autre a besoin d'aide, que l'autre est diminué. D'accord. Merci beaucoup, merci. Alors, est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? À l'écoute des proches aidants, du répit à la rêverie, d'Hélène Viennet. D'accord. À l'écoute des proches aidants, du répit à la rêverie. Mais c'est bien, moi. Je trouve que ça donne le titre, le sous-titre, ça donne de l'espoir. Ça, comme tu as dit, bien sûr, on liste souvent les moments difficiles, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi de belles choses qui peuvent se produire dans... Tout à fait. Et ce que je retiens dans l'ouvrage, qui est très bien écrit, c'est que il est nécessaire de pouvoir exprimer les choses. Donc et puis surtout aussi l'entourage des aidants, qui va permettre de voir la situation. Parce qu'un aidant ne se reconnaît pas forcément dans une difficulté, il ne va pas voir qu'il est fatigué, qu'il est cerné. Et par contre, un proche qui va venir, qui ne l'a pas vu depuis longtemps, va le voir vraiment très fatigué, épuisé, mais il va il sera un peu comme une alerte. Il va lui dire, bien sûr sans imposer, mais
c'est l'entourage qui va pouvoir effectivement voir que l'aidant a besoin d'aide, parce que l'aidant lui-même ne se rend pas toujours compte. Et c'est là où ça devient intéressant pour l'entourage, par exemple, de nous écouter et de ne pas faire comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, dire mais est-ce que tu as vu ta tête ou des choses comme ça qui pourraient ne pas bien passer à l'instant T. Donc là aussi, faisons attention, même si ça part d'une bonne intention, mais faisons attention, est-ce que, bon, en disant ça de cette façon-là, la personne va comprendre qu'en fait, que je me préoccupe d'elle, mais va pas peut-être, ça va pas la mettre sur la défensive ou bien créer une réaction opposée à ce qui était attendu. Oui. Et puis je rappelle aussi quand même, parce que l'idée c'est aussi de sensibiliser, donc le Café des aidants, les personnes peuvent aller sur internet aidant.fr pour pouvoir rechercher le lieu, le café qui sera le plus près de chez eux. Et puis en Martinique, oui, il y a le Café des aidants, comme je te disais. Il existe en Martinique. La maison des aidants de Martinique au Lorrain, ils organisent des cafés des aidants. Et puis il y a l'école des aidants également à Saint-Joseph de la MAF qui permettent justement aux aidants de pouvoir se rapprocher d'eux pour pouvoir parler, échanger. Donc il y a des dispositifs qui existent. Donc il y a la maison des aidants et l'école des aidants de la Martinique. De la Martinique. Ah oui. Pour ceux qui disent qu'il n'y a rien en Martinique, il y a des choses. Oui, il y a des lieux de rencontre, des outils, des dispositifs pour accompagner les aidants martiniquais ou qui sont en Martinique. Tout à fait. Et puis surtout, il y a l'Association française des aidants qui œuvre et qui aide beaucoup avec d'autres associations. Donc, il y a des dispositifs qui existent effectivement, qui méritent d'être encore plus soutenus et encore plus visibles. D'accord. Merci beaucoup à nouveau, Cassandre, pour cette présentation. Toutefois, je constate que tu as 2 livres près de toi. Tout à fait. Donc, le deuxième ouvrage, on va voyager. Tu disais au début de l'émission qu'on va voyager, on va partir loin. Donc là, on va au Portugal. Oh. On va au Portugal avec le livre de Ricardo Melo. La transition vers le rôle d'aidant familial. La transition vers le rôle d'aidant familial. D'accord. Tout à fait. Et donc, Ricardo Melo, il a passé, il a eu son doctorat. Hein, et donc, cet ouvrage, c'est sa thèse de doctorat. Oh, d'accord. Tout à fait. C'est très simple. Donc, c'est sa thèse. Donc, il est portugais. Donc, à l'origine, la thèse est en portugais. Et donc, là, c'est la traduction en français. Je ne lis pas le portugais. Donc, c'est la traduction en français de sa thèse. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet ouvrage, même s'il est orienté, c'est assez juridique, universitaire, mais ce qui est intéressant, donc, il nous permet de voir en fait au Portugal déjà dans un premier temps comment ça se passe pour les aidants. Et il y a une statistique qu'il donne en 2050. Il est prévu que, c'est une projection, hein, mais que au niveau des personnes âgées, qu'une personne âgée sur 2, qu'elle soit dépendante. Donc, comme il indique, il y aura un point important auprès des familles qui vont accompagner justement leurs proches âgés. Et puis surtout, la tradition portugaise à travers laquelle le parent âgé, il est pris en charge par la famille. C'est dans leur tradition, c'est comme ça. Ils ont ce sentiment du devoir moral vis-à-vis des aînés qui fait que leurs parents âgés ne vont pas forcément être confiés à des professionnels dans des institutions. La cellule familiale va prendre d'une certaine façon le relais. Et donc ça, c'est ce qu'il montre en fait au Portugal. Et puis ce qui est intéressant dans son ouvrage, dans sa thèse, alors lui, il appelle les proches aidants
les soignants. Alors lui, il ose. Tu donnais la définition. Ah oui, alors lui, il ose dans sa thèse. Pour lui, le proche aidant, l'aidant, c'est un soignant. Alors c'est le terme soignant qui revient. Et en fait, ce qu'il il donne quand même aussi une subtilité une distinction dans le sens où il distingue le soignant principal, qui sont les professionnels diplômés, donc les infirmiers, entre autres les médecins, et puis le soignant secondaire. Et le soignant secondaire, c'est la famille, c'est parce que pour lui, la cellule familiale devient une unité de soins. Il y a cette continuité des soins à la maison, et donc le soignant informel, eh bien, c'est le membre de la famille qui va s'occuper, qui va donner les médicaments. Il peut être amené à faire des toilettes. Donc c'est ce qu'il explique. Et moi j'ai trouvé qu'il rentrait vraiment dans... Voilà, il met les pieds dans le plat, quoi. Il dit oui, vous êtes des soignants. Et oui. Je n'y avais pas pensé, puisque au fur et à mesure, moi aussi, je fais mon cheminement, puisque grâce à toi, cela me permet de me familiariser avec la problématique des aidants. Et quand tu as parlé de soignants, je me suis mis à réfléchir pendant quelques secondes. Je me suis dit, mais c'est vrai ça. C'est vrai que nous, ici, on voit soignants, on voit professionnels de santé, le médecin, l'infirmier, l'infirmière. Mais je me suis dit, mais c'est vrai, mais il y a une participation aussi de la cellule familiale. Peut-être il n'y a pas l'expertise, en tout cas, c'est pas le même service qui sera apporté, dans le sens où il n'y a pas les diplômes, il n'y a pas la même connaissance fine, pointue, mais le cercle familial participe aux soins, soit parce qu'on suit les recommandations des infirmiers et des médecins. Pendant que tu parlais, j'étais en train de penser, mais on s'occupe aussi de soigner aussi le cœur du malade. On peut réussir à toucher le malade, toucher au sens symbolique du terme, comme peut-être un médecin, lui, ne pourrait pas faire. Puisque le médecin, c'est une personne qui n'est pas dans ce cercle. Et le fait, justement, cet accompagnement des membres du cercle, écoute, ou bien le fait d'échanger, de parler régulièrement, on participe au processus de soins. Oui, c'est ça. Et l'idée, tu parlais très justement des infirmiers, et tu parlais de formation. Et Ricardo Mello, dans sa thèse, il indique que l'infirmier libéral à domicile est vraiment un partenaire essentiel pour pouvoir former les familles. À certains gestes. Et donc, pour lui, il faudrait vraiment que ce professionnel de santé de proximité soit un atout majeur dans cette chaîne, finalement, du soin. Et donc, c'est ce qu'il indique. Et puis, il parle aussi des compétences que les membres de la famille, que ces soignants secondaires devraient développer pour être des bons soignants, pour être des bons partenaires dans ce parcours de soins. Et donc, il cite 3 compétences que les soignants, que les membres de la famille devraient acquérir. La première compétence, c'est au niveau de l'information, c'est-à-dire avoir cette agilité d'aller vers l'information, d'aller rechercher, parce que il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Oui, maintenant, à l'heure actuelle, il y a Google, il y a des tutos, on veut mettre, je ne sais pas, il y a un dispositif, il y a énormément de choses. Donc, que l'aidant ait cette facilité à aller vers l'information, à rechercher l'information, pour sortir de ce manque de connaissances, ou aller demander tout simplement l'information et échanger avec les soignants. Et puis la deuxième compétence,
c'est la compétence au niveau du soin, parce que certains proches sont amenés à changer des protections, changer leurs parents. Donc, effectivement, c'est le travail de l'infirmier. Mais si, effectivement, il y a un accident au cours de la journée, et puis le professionnel de santé est déjà parti, Exact. eh bien, le membre de la famille va faire le nécessaire. Donc, qu'ils aient cette compétence pour pouvoir bien prendre soin, maîtriser certains soins. Et puis la troisième compétence qu'il cite, c'est une compétence au niveau du développement personnel pour pouvoir gérer les émotions, pour pouvoir justement prendre du recul. Parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a des choses très difficiles, des urgences à gérer. Donc, pouvoir faire ce travail sur soi, développer cette compétence-là pour être un bon soignant, voilà, un bon aidant. Donc, je résume, parce que moi, j'aime bien, quand tu nous donnes des astuces, des méthodes, j'aime bien reprendre pour être sûr que j'ai bien compris et ça permet de faire fonctionner la mémoire. Donc, première compétence du soignant, l'information. Donc, en fait, le soignant ne doit pas rester passif, attentiste. Il attend que les choses se passent, il va chercher. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, comme tu as dit, tu as parlé de Google. Il y a aussi les professionnels de santé. Poser des questions, puisque il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas. Surtout si on n'est pas du milieu, c'est normal qu'on ne sache pas. Donc, poser des questions pour mieux comprendre. Deuxième compétence, en fait, le savoir-faire. C'est-à-dire que aider justement la personne à recevoir ses soins. Donc, on arrive en complément du travail du professionnel de santé qui n'est pas en permanence dans la maison. Il fait un passage, il peut faire 2, ça dépend des moments, mais le reste du temps, c'est le cercle familial, les proches aidants, les aidants familiaux, les aidants qui sont pour M. Melo des soignants aussi. Oui, et je rajoute par exemple les postures, avoir la bonne posture, parce que en déplaçant le proche, les dents peuvent se faire mal au dos. Donc c'est ça, avoir cette maîtrise pour pouvoir se préserver, d'avoir les bons gestes. Avoir les bons gestes au bon moment. D'accord. OK. Et troisièmement, la gestion émotionnelle. Parce que c'est une responsabilité qui sollicite nos émotions, notre psyché, à cause de stress. C'est une réalité, même si, bon, on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines, les aidants, les soignants, en l'occurrence pour ici, le font de bon cœur. Mais ça suscite aussi du stress par rapport à la personne, au malade, par rapport aussi à soi, puisque le soignant, l'aidant soignant ici, met en stand-by un certain nombre de choses de sa vie personnelle, voire aussi de sa vie conjugale, voire familiale, puisque si cette personne-là a aussi une famille, donc il y a des choses... Il y a un fonctionnement qui est différent de ce qui se faisait avant. Oui, c'est tout à fait. Et donc, il indique aussi que donc les soignants secondaires, c'est comme ça qu'ils les appellent, qu'ils ont besoin de soutien de la société. Ils ne sont pas là livrés à eux-mêmes, enfin ils ne devraient pas être livrés à eux-mêmes, et qu'ils ont besoin d'être soutenus par la société, par l'État. Voilà, par l'État, et puis par aussi l'entourage, et puis par les professionnels de santé. Et les différentes associations, oui. clubs, salons, écoles, et c'est quoi? Maisons. Oui, voilà, c'est ça. Maisons des aidants. C'est ça, exactement. D'accord. Tout ça pour toujours... je pense que ça va devenir mon leitmotiv depuis un certain temps, mais l'aidant ici, pour M. Melo, le soignant, n'est pas seul. Exactement. N'est pas seul.
Et ce n'est pas une bonne chose qu'il reste seul. Au contraire, qu'il se rapproche d'autres aidants, d'autres soignants, qu'il échange, qu'il trouve des endroits où il sera vraiment écouté. Pas écouté par le premier venu, mais vraiment des personnes qui seront là pour l'écouter, pas pour lui dire comment faire les choses, mais écouter, comprendre sa situation et il pourra, pourquoi pas, trouver des pistes pour continuer à poursuivre le travail qu'il fait. Oui, c'est ça. Et je me permets finalement de faire un pont avec le premier ouvrage, hein, celui d'Hélène Viennet, puisque elle parle de rivalité qui peut exister entre l'aidant et le soignant. Pourquoi l'aidant ne demande pas de l'aide finalement? Parce que souvent, il se dit que c'est à lui de tout faire et que s'il délègue, finalement, c'est comme si il pouvait pas. C'est une façon pour lui, c'est son sentiment, hein, que finalement il n'était pas à la hauteur. Donc, puisqu'elle est psychologue, hein, donc elle analyse finement les choses. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Donc, c'est pas forcément évident de demander de l'aide pour l'aidant, quoi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci. Je trouve que par rapport à ce que tu nous as donné sur la thèse de M. Melo, elle est osée. Je ne vais pas dire révolutionnaire, je n'ai pas assez de recul pour analyser l'ensemble des ouvrages sur la question, mais elle est osée. Ne serait-ce le fait de désigner les aidants comme des soignants. Ah oui, carrément. Ce n'est pas partout où on entendrait cela. Il y a une chose que tu as dite en amorce quand tu as commencé à présenter l'ouvrage de M. Melo, c'est que une personne sur deux sera dépendante en 2050. Oui, c'est ça, au niveau des personnes âgées. Au niveau des personnes âgées. Et cela nous permet aussi de nous souvenir, nous, en Martinique, territoire vieillissant. On a eu encore, durant la semaine passée, des chiffres. On a vu la situation démographique dans les prochaines décennies. Notre territoire vieillit et cette problématique sera encore plus d'actualité dans les années à venir. Oui, et justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que dans sa thèse, hein, Ricardo Melo, il indique la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à ça, eh bien, c'est de mettre en place le bien vieillir. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, si on prend soin de soi, donc vieillir, c'est un cycle naturel. Mais prendre soin de soi, mettre en place une hygiène de vie, permet justement de garder, entre guillemets, une qualité de vie et de ne pas être dépendant malgré effectivement l'avancée en âge. Donc, ce serait la solution pour pouvoir ne pas être dépendant et pouvoir avoir cette qualité de vie. Et donc, j'ai apprécié qui mentionne cette stratégie. Peut-être ce sera l'objet d'une future présentation. le thème du bien vieillir, puisque oui, c'est... Mais c'est vraiment d'actualité dans le sens où il y a des salons longévity, sur le bien vieillir un peu partout. Et justement, mais il y en avait un en octobre dernier en Martinique. Et donc le bien vieillir, je pense qu'effectivement, c'est une stratégie... pas seulement au Portugal, mais dans le monde, en France aussi. Quelle que soit la langue. En tout cas, merci beaucoup, Cassandre, pour cette double présentation. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de tes deux ouvrages, s'il te plaît, avant de se quitter? Oui. À l'écoute des proches aidants, d'Hélène Viennet, et alors la transition vers le rôle d'aidant familial, de Ricardo Melo. Merci beaucoup, Cassandre. Merci pour ces présentations. Merci. Avec plaisir. Je vais juste rajouter que les résumés des ouvrages sont disponibles effectivement en podcast ou en vidéo sur mon blog coeuraidant.com, puisque j'ai lancé le challenge de résumer 12 livres en 12 semaines. Et
Et voilà. Merci beaucoup, le message est passé. En tout cas, si vous souhaitez faire comme Cassandre et venir nous présenter un ouvrage ou bien si vous avez une grande faim, 2 ouvrages, vous pouvez le faire, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris ce temps avec nous. Merci, Cassandre, à nouveau. Merci, avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.